quelques mots pour introduire la conférence d'Hubert Charles. Alors, Hubert Charles est professeur dans le département biosciences à l'INSA. Il est rattaché au laboratoire BF2I, biologie fonctionnelle, insectes et interactions. Hubert a été directeur du département biosciences et plus récemment, ces dernières années, il a beaucoup œuvré pour introduire les enjeux du vivant dans la formation de tous nos étudiants, puisque désormais, il y a quelques heures consacrées aux enjeux du vivant en première et en deuxième année. Hubert, à toi. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup aux organisateurs de l'Assemblée de m'avoir proposé de faire cette présentation, tout particulièrement à Laurence et Nicolas, qui m'ont même aidé à construire le diaporama. Et puis évidemment, merci pour cette magnifique introduction musicale qui nous plonge au cœur de la problématique, puisque donc je vais vous parler du vivant. L'idée, c'est d'essayer d'éclairer, en tout cas d'apporter des informations sur des termes, des concepts qui ont déjà été utilisés par différents conférenciers jusqu'à présent. Alors justement, je souhaiterais revenir sur les limites planétaires. Parmi ces limites planétaires, vous voyez que ça ne fonctionne pas? Ah, vous la voyez? Ah oui, d'accord, oui. L'intégrité de la biosphère est la première, et donc montre que effectivement notre planète nous éliminons plus d'espèces que la planète n'est capable d'en régénérer naturellement. Mais vous voyez également que toutes les autres limites planétaires, eh bien, en fait, sont fortement associées au vivant et vont toutes impacter le vivant. Alors, et notamment le réchauffement climatique. Donc ce dessin humoristique a eu son heure de gloire, on va dire, durant le Covid, mais il suffit de remplacer Covid par peut-être élection ou guerre en Ukraine et comprendre qu'il sera tout à fait d'actualité. Il illustre le fait qu'on est évidemment directement concerné par ce qui nous touche le plus et très directement. Et actuellement, on est capable de se projeter jusqu'au changement climatique parce que ce changement climatique, eh bien, on en subit des conséquences même violentes sur notre territoire actuellement. Mais cette vague violette ici, qui correspond à l'érosion de la biodiversité, en fait, on l'aperçoit que très peu. Dans les médias, on n'en parle pas, voire on en parle même mal parfois. Et pourtant, c'est bien la seule qui devrait nous préoccuper, puisqu'il s'agit effectivement de la question de l'habilité de la planète pour l'espèce humaine. Alors pourquoi ce déni? Peut-être parce que cette crise, elle est relativement silencieuse, voire pire, on pourrait la considérer comme confortable. Qu'est-ce que j'entends par confortable? Probablement parce que dans nos imaginaires, on est encore sur des imaginaires de colons. C'est-à-dire, qu'est-ce que fait un colon quand il arrive dans un nouvel environnement? Il s'installe, il élimine tout ce qui pique, tout ce qui mord, tout ce qui est venimeux, les nuisibles, les ravageurs. Est-ce que ce n'est pas justement le discours qu'on entend pour nos modèles d'agriculture industrielle? On veut éradiquer. Et donc, on est effectivement probablement dans ces imaginaires qui fait que cette crise-là, on ne l'aperçoit pas. On n'a pas besoin de nettoyer nos pare-brises quand on traverse la France maintenant en voiture. Évidemment, c'est un confort très relatif et c'est ce qu'on va étudier maintenant. Alors, je me propose de discuter avec vous de qu'est-ce que la vie, de la place de l'espèce humaine dans la biodiversité, parler de la 6e extinction de masse pour aboutir à une liste, bien sûr non exhaustive, des enjeux du vivant pour le développement humain. Alors d'abord, la vie, évidemment, ceux qui ne connaissent pas le scoop vont être déçus, c'est qu'il n'y a pas de définition du vivant. On ne sait pas définir
on ne peut pas faire la différence entre l'inerte et le vivant. Ça peut paraître un peu surprenant, mais par contre, on connaît bien les propriétés du vivant. Alors, leur structure chimique, la matière organique, la chimie du carbone. Je passerai sur la structure hiérarchisée liée au processus d'évolution. Les organismes vivants sont des systèmes ouverts thermodynamiquement. Ils puisent de l'énergie, généralement rejettent des déchets. Ce sont des systèmes communicants, irritables. Ils sont capables de réagir à des stimuli. Ils sont capables de croissance et de développement avec une très forte variabilité, une très forte diversité dans le vivant sur ces aspects-là. Ils sont capables de se reproduire et transmettre leur matériel génétique. Néanmoins, beaucoup d'organismes, lorsqu'on va plonger bien sûr dans les micro-organismes, eh bien, ne partagent pas toutes ces propriétés. À compter des virus, par exemple, qui ne métabolisent pas, je ne parlerai pas des prions, mais je peux vous dire quelques mots sur les viroïdes. Les viroïdes, à l'échelle nanométrique, sont des ARN, donc des acides nucléiques, comme l'ADN un peu particulier, des ARN circulaires, que l'on trouve à peu près partout où on les cherche maintenant. On les a découverts sur les plantes parce qu'ils leur provoquaient des maladies, mais en fait, il y en a à peu près partout, et probablement des qui nous aident, et d'autres qui nous rendent malades. Alors, c'est ce que Thomas Ims appelle dans son livre les infravies. Alors, qu'est-ce que nous disent ces infravies ? Eh bien, c'est qu'en fait, la vie est intimement liée au minéral, à la planète, et si on n'a pas trouvé cette rupture entre le vivant et le minéral, c'est parce qu'elle n'existe pas, c'est un continuum. Et ces infravies nous amènent aussi à réfléchir, évidemment, à l'apparition de la vie. Alors, je ne vais pas trop travailler sur le comment, mais plutôt sur le quand. Quand est-ce que la vie est apparue sur la planète ? Alors, les fossiles, on se base sur les fossiles pour faire ça, 3,7 milliards d'années, les roches stromatolites, qui sont issues de la précipitation des carbonates de calcium de l'océan avec de la matière organique, on sait bien les reconnaître. Mais ça, c'est des formes de vie cellulaires qui étaient capables de faire de la photosynthèse, donc relativement organisées, 3,7 milliards d'années. Donc ces infravies, ces premières formes de vie, eh bien, on ne sait pas les dater, il n'y a pas de traces, mais on les imagine, les hypothèses sont l'eau liquide sur la planète. C'est-à-dire quasiment instantanément après la formation de la planète, juste son refroidissement, l'eau liquide, la vie. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que justement cette vie, elle façonne en permanence, elle est partout, le minéral. Alors, on voit dans les bouquins souvent que pendant 2 milliards d'années, il ne s'est rien passé. En fait, il s'est tout passé. C'est-à-dire qu'il y a eu alors bien sûr, que microbiens océaniques, ça c'est sûr, mais il y a eu une diversification. Les organismes ont appris à interagir les uns avec les autres, ont inventé toute cette chimie du vivant, toute cette biochimie durant ces 2 milliards d'années. Ensuite, ce n'est que du Lego d'assemblage pour fabriquer des organismes plus complexes qui a eu lieu. Et alors, je vous ai parlé déjà de cette photosynthèse, et effectivement, il y a 2 milliards d'années, les organismes photosynthétiques, donc, qui ont appris à capter du CO2 de leur environnement, fabriquer la matière organique et rejeter de l'oxygène. Cet oxygène a fini par faire rouiller tous les océans, a saturé les océans et passer dans l'atmosphère. Et bien évidemment, ça a été une espèce de, une pollution très importante, puisque tous ces organismes-là se sont retrouvés en danger par leurs propres déchets, ont été éliminés ou se sont réfugiés dans un environnement anoxique. Et ils ont été remplacés par d'autres organismes qui ont appris à utiliser l'oxygène pour se développer. Donc vous avez compris que le vivant est partout sur la planète et il permet de définir ce qu'on appelle la biosphère. La biosphère, c'est 15 km dans les hautes altitudes, on va encore trouver des spores, de bactéries, de champignons. 15 km au plus profond des fosses océaniques, à proximité de sources hydrothermales d'acide sulfurique, évidemment aucun photon qui descend jusqu'à là-bas. Des bactéries qui respirent le soufre et qui sont capables de se développer. Vous avez sur la diapositive un essaim de crevettes, alors là on n'est qu'à 2000 mètres, on est en Méditerranée, et qui font des véritables hotspots de biodiversité. Dans la croûte terrestre, jusqu'à 4 km de profondeur, on va trouver des bactéries qu'on ne connaît pas. Ce sont des modèles, en fait. On a leur ADN, les miniers les trouvent, mais
Voilà. Elle pourrait se diviser sur des temps géologiques, une division toutes les 10 000 ans, tous les 100 000 ans. Voilà, on ne sait pas. C'est des choses qui sont encore complètement inconnues. Alors, si la biosphère nous paraît enracinée à la Terre, on ne délogera pas la vie de la Terre, sauf évidemment à la pulvériser en miettes. La majorité de la biodiversité est comprise entre moins 100 mètres dans les océans peu profonds de la zone intertropicale et plus 100 mètres dans les forêts des régions chaudes, dans les forêts aussi de la région intertropicale. Donc là, la biodiversité nous paraît beaucoup plus fragile si on la regarde comme ça. Et donc justement, en ayant défini la vie, j'ai finalement donné une première définition, c'est celle de la biodiversité. La diversité du vivant, c'est ça, c'est la vie. Voilà. Alors, pour l'étudier, en fait, c'est un peu l'idée de, pour rien oublier, en fait, on va commencer par, quand on a une biodiversité analysée dans un environnement, on va commencer par regarder la diversité des écosystèmes. Et puis ensuite, on regardera dans ces écosystèmes la diversité des espèces qui composent ces écosystèmes et la diversité des individus qui composent ces espèces. J'ai dit individus, puis c'est marqué gènes, parce qu'effectivement, quand on regarde les individus, c'est leurs gènes qu'on peut analyser pour voir la diversité des individus. La diversité des espèces va donner les capacités de résilience aux écosystèmes. Plus on a d'espèces, plus l'écosystème est capable d'endurer des perturbations pour revenir à un état d'équilibre. La diversité des individus va donner la capacité d'adaptabilité des espèces et ces deux propriétés vont permettre d'assurer ce qu'on appelle les services écosystémiques. Les services écosystémiques, c'est une vision relativement anthropocentrée quand on parle par exemple de l'approvisionnement en matériaux. Mais si on parle de l'approvisionnement en nourriture, de la formation des sols, de la pollinisation, de la purification de l'air, de la purification de l'eau, ce sont des services qui sont rendus évidemment à tous les vivants, y compris les vivants non humains. Ah, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire, voilà. Et donc, quelle est la place de l'espèce humaine dans la biodiversité? Sur cette diapositive, vous avez la représentation du buisson du vivant que vous pouvez retrouver au Musée des Confluences à Lyon. Et vous voyez le petit trait rouge qui illustre le cheminement depuis l'ancêtre commun à tous les organismes vivants jusqu'à l'espèce humaine. Mais ce que je voudrais surtout vous faire remarquer sur cette figure, c'est que, alors c'est peut-être pas facile à lire, mais vous pouvez lire en bleu clair bactéries ici. Ici, archées, bon, ce sont des bactéries un peu particulières, mais tout ça, ce sont des bactéries. Et ici, dans les eucaryotes, les cellules à noyaux, vous avez des micro-organismes qui sont donnés par les champignons, dont on voit les fruits ici, des lignées de protistes à tendance animale, ok. À côté des plantes, vous avez la lignée verte, ça c'est tous des micro-organismes, et il y a là-dedans des micro-organismes. En fait, la diversité du vivant, c'est avant tout, si on parle en espèces, c'est avant tout des espèces. Je n'ai pas le chiffre, mais en plus, il manque les virus ici, qui représentent peut-être la moitié des espèces du monde vivant. Donc, plus on est petit, plus il y a d'espèces. Et donc, du coup, nous autres, les humains, et tous nos amis métazoaires et pluricellulaires végétaux et algues, donc j'ai beaucoup d'amis là, quand même, eh bien, en fait, on représente rien en nombre d'espèces. 99% des espèces sont microbiennes. Alors si on parle en biomasse, là, effectivement, la biomasse terrestre dans la biosphère, c'est les plantes qui gagnent. 82% de la biomasse, c'est des plantes. Mais si vous regardez ce qui reste, les bactéries, les champignons, les archées, les protistes et les virus, ça, c'est tout du microbien. Et ça représente la totalité de ce qui reste de la biodiversité. Enfin, presque. 0,4% sont les animaux. Dans les animaux, la moitié des arthropodes. Arthropodes, si vous ne savez pas, c'est pratiquement les insectes. Majoritairement, c'est des insectes. On peut rajouter les araignées, les acariens, les scorpions. Voilà. Mais de toute façon, 1 million d'espèces d'insectes, c'est eux. La moitié de ce qui reste encore, c'est des poissons. Puis ensuite viennent les mollusques, puis les annélides, puis les anémones de mer, puis les animaux domestiques, puis les humains, puis les nématodes, des vers dans le sol, très important pour bien sûr pour le fonctionnement du sol.
Et ensuite, les mammifères sauvages, 0,2% de 0,4% de la biodiversité, et surtout là, un changement de paradigme lié à l'Anthropocène, les humains et leurs animaux domestiques qui ont dépassé la biomasse des animaux sauvages. Alors, 23 milliards de poulets, on est 8 milliards, ça fait 3 poulets chacun. Je ne sais pas ce que j'ai fait des miens, ils doivent traîner quelque part. Un cochon pour 2, une vache pour 6, à comparer aux 20 000 rhinocéros blancs qui restent, c'est l'espèce qui se porte la mieux des 4 espèces de rhinocéros sur la planète, ou des 10 000 condors qui restent. Donc, bien sûr qu'on illustre là une des aberrations totales de notre système. Alors j'espère vous avoir convaincu qu'on évolue dans un monde microbien, qu'on nage dans une soupe de bactéries. Il faut bien imaginer que à l'intérieur de nous, sur nous, c'est pareil. Un humain, c'est 10 exposant 14 cellules, c'est 10 exposant 15 bactéries dans son tube digestif, dans sa peau ou dans tous ses orifices. Les êtres humains n'hébergent pas que des bactéries, ils hébergent aussi des acariens qui peuvent être probablement relativement nous aider. Ce sont nos pique-bœufs, ils enlèvent toutes nos défoliations, nos desquamations. On les aime moins quand ils font nos points noirs, mais enfin, c'est eux. Et puis après, on héberge aussi beaucoup d'autres organismes qui sont là plutôt du genre des parasitaires, on va dire, mais assez communs quand même. Je ne vous parlerai pas de ce poisson qui a eu ses heures de gloire durant un épisode de Grey's Anatomy, vous pourrez vous renseigner. Voilà. Alors, est-ce qu'on est rentré dans la 6e extinction de masse ? La fresque de la biodiversité nous propose une vision des écosystèmes qui est intéressante parce qu'évidemment, on voit ce bonhomme qui dit « moi, la biodiversité, je m'en fous » et on comprend bien que si on enlève une carte, ça va tout s'écrouler. Néanmoins, comme nous l'a dit Olivier Amand, ça, c'est une représentation d'un système vivant. Un écosystème, c'est un système vivant qui est extrêmement performante, où on a l'impression que chaque carte va jouer son rôle et que si on l'enlève, ça s'écroule. Alors, j'ai un peu gribouillé le dessin de la fresque pour le rendre plus robuste et rajouter de la dégénérescence d'un point de vue systémique, c'est-à-dire de la redondance. Alors, il faudrait faire mieux, il faudrait faire des cartes bicolores, parce que les fonctions ne sont pas uniques dans la biodiversité. Des petites cartes, des grandes cartes, il faudrait qu'il y en ait qui montent de 3 étages, etc. Il faudrait faire un grand bazar là-dedans pour avoir une vision plus réelle. Néanmoins, cette image nous permet de comprendre que si j'enlève une carte, par exemple par une pollution dans une rivière, j'enlève une espèce, puis une autre, parce que la pollution est assez forte, puis une autre, puis une autre. Pour le moment, il ne se passe rien. Et puis une autre. Il arrive un moment où, évidemment, vous comprenez que le château va s'écrouler. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est vraiment important, c'est qu'à partir du moment où j'ai enlevé une carte qui va faire que le château va commencer à s'écrouler, c'est à cause que j'ai enlevé cette carte que l'autre s'écroule, mais c'est complètement indépendant, c'est devenu complètement indépendant du processus initial qui était la pollution. Vous allez dire, mais comment, c'est magique ce truc, pourquoi ? Imaginez que vous avez un prédateur qui mange des proies. Vous avez éliminé ses proies par la pollution. Le prédateur va mourir. Ce prédateur est parasité. Les parasites n'ont plus rien à parasiter. Vous avez des espèces qui mangent ces parasites, qui n'ont plus rien à manger. Toutes les espèces sont interdépendantes. Et évidemment, au bout d'un moment, quand on a trop érodé le système, ça s'écroule. C'est ce qu'on appelle le mécanisme d'avalanche. Alors, où en est-on actuellement ? L'IPBES, c'est le GIEC de la biodiversité, beaucoup moins connu. Il a été créé en 2012, premier rapport en 2019. Nous propose ce suivi. Alors, ce qu'on peut remarquer sur ce dessin, alors attention, c'est des données en pourcentage, donc quand les espèces ne sont pas très nombreuses, on voit plus les pourcentages. Mais il n'y a pas beaucoup de noirs. Les noirs, c'est les espèces éteintes à l'état sauvage. Il n'y a pas beaucoup de noirs. Il n'y a pas encore beaucoup d'extinctions. Il y en a trop. On a dépassé les limites planétaires. Mais il n'y en a pas encore beaucoup.
chez les mammifères, 5500 espèces de mammifères dans le monde, 78 ont disparu. Elles ne reviendront pas, 78 ont disparu. Par contre, il y a beaucoup de rouge sur ce dessin. Alors qu'est-ce que c'est que le rouge? Eh bien, c'est l'érosion des populations. On a fortement éliminé les populations, diminué les populations. Les mammifères, 50% dans le monde de mammifères ont disparu. 90% en France de mammifères ont disparu. Alors justement, des scientifiques étudient, suivent les effectifs de ces populations. Je vous conseille très fortement les rapports du WWF qui sont vraiment très très bien faits, plus facile à lire que l'IPBES, mais je vous conseille aussi l'IPBES évidemment. L'indicateur planète vivante, moins 69% des effectifs de population mondiale, une réduction de moins 69%. Moins 94% en Amérique latine et dans les Caraïbes. Vous avez bien lu, c'est moins 94, ce n'est pas une erreur. Moins 83% dans les écosystèmes d'eau douce. Plus on est gros, plus on meurt vite. Alors, est-ce qu'on est rentré dans une 6e extinction de masse? D'abord, il faut définir ce que c'est. Eh bien, pour les paléontologues, c'est quand on a la perte de 70%, 70 à 75% des espèces en 1 million d'années. Alors, les paléontologues ont, grâce aux successions fossiles, estimé des taux d'extinction. Ce n'est pas facile, il y a des forts intervalles de confiance, mais on peut le faire. Dans le présent, on peut le faire aussi. Ce n'est pas facile. Savoir qu'une espèce est éteinte, ce n'est pas si simple. Il y a des critères, mais on peut le faire. Et quand on compare les deux, on se rend compte que les taux actuels d'extinction sont 1000 fois plus forts que ceux des crises passées. Ce qui veut dire qu'on serait dans la pente raide du dessin, et donc, vraisemblablement, en avalanche. Probablement pas dans tous les écosystèmes, espérons-le, c'est en tout cas pratiquement sûr dans les écosystèmes coralliens qui ne sont pas des moins importants. Alors, quelles sont les grandes causes de la biodiversité? La première, c'est la destruction des habitats. 52% des pertes sont liées à la destruction des habitats, et notamment pour l'homogénéisation, c'est-à-dire on veut tous manger de la viande, donc il faut avoir des élevages bovins, on déforeste, ou alors on assèche les milieux humides pour faire des pâturages, pour avoir des vaches. 33%, la surexploitation des ressources, la pêche évidemment, la surpêche dans les océans, les milieux humides aussi. 7%, le changement climatique. Seulement 7%, vous êtes peut-être surpris. Pour le moment, le changement climatique n'a pas encore fait son œuvre. Alors je ne vous dirai pas que ce n'est pas important de s'occuper du changement climatique, parce que si on est parti sur la courbe à 4 degrés, dans 30 ans, toute la zone intertropicale va avoir plus de 38 degrés pendant plusieurs mois. C'est-à-dire qu'elle n'est plus vivable, elle n'est plus viable pour l'espèce humaine et pour beaucoup, beaucoup d'autres espèces. Et la zone intertropicale, c'est grand. Les espèces exotiques envahissantes, 5%. La pollution, les maladies et autres, ça fait le reste du pourcentage. Alors, un listing sur les enjeux du vivant. Le premier, permettre à l'homme de se développer durablement sur la planète. Alors certains peut-être ont déjà abandonné, on dit c'est pas plus mal que l'homme soit plus là. Bon, on a le droit d'avoir cette opinion, mais en fait l'espèce humaine, alors ça dépend un tout petit peu où on pose nos ancêtres, Homo sapiens, 300 000, 500 000 ans, bon peu importe. On est une espèce juvénile, voire bébé. La majorité des espèces restent plusieurs millions, 10 millions d'années sur la planète. Et puis on pourrait espérer que la qualité de notre espèce, quand même, pourrait nous faire battre des records. Alors on est peut-être en train de battre des records, mais plutôt de rapidité, malheureusement. Des enjeux de nutrition, évidemment. C'est une image qui vient du rapport du WWF.
Je ne vais pas fortement la commenter parce que ça a déjà été plus ou moins fait par un certain nombre de conférenciers, mais je peux quand même rapporter ce fait-là, c'est qu'effectivement, comme ils vous l'ont dit, 9 espèces végétales permettent de produire 2/3 de tout ce que l'humanité mange. 8 espèces animales, 95%. Alors que la diversité est évidemment beaucoup plus grande que ça. Et surtout, on a créé ces espèces, on les a sélectionnées, ultra sélectionnées dans des modèles d'agriculture pour les rendre extrêmement performantes. Pensez à une vache laitière qui produit ses 40 litres de lait par jour. Et donc, en fait, des animaux qui sont finalement en danger, qui ne résisteront pas aux fluctuations auxquelles on doit s'attendre, aux fluctuations climatiques auxquelles on doit s'attendre. Les grandes sécheresses, je ne sais plus combien de milliers de vaches mortes aux États-Unis, vous avez probablement vu ces images atroces. Voilà. La santé, évidemment, un enjeu majeur, et il faut se sortir de la tête que l'on pourrait soigner l'homme sans soigner la planète. C'est le concept de One Health, une seule santé, qui est évidemment, qui est bien sûr partagé par nous tous, mais qu'il faut absolument propager, bien sûr. Juste 2 exemples là-dessus. Eh bien, les récifs coralliens, je vous l'ai dit, sont peut-être condamnés, ou en tout cas très très fortement menacés. C'est probablement l'intégralité de la pharmacopée qui aurait pu nous soigner de tous nos cancers, toutes nos maladies de dégénérescence et nos maladies de société, que l'on est en train de perdre. Parce qu'évidemment, c'est des richesses de diversité biochimique énormes. Et là, c'est une vision très anthropocentrée que je vous donne, très utilitaire. Les récifs coralliens se fichent bien de nos cancers, hein, mais bon, on pourrait vouloir les préserver pour autre chose que ça. Un autre enjeu de santé, c'est évidemment celui des pandémies. Et on l'a dit, hein, déforester pour mettre des pâturages dans les zones tropicales ou équatoriales, eh bien, c'est mettre nos animaux domestiques à proximité de la faune sauvage, qui évidemment regorge de virus, parasites, etc., que nos animaux domestiques s'empresseront de nous communiquer. On en a déjà eu un exemple, il était peut-être sympa, hein. Enfin, il a bloqué l'économie, il nous a confinés, il y a eu beaucoup de morts, c'était peut-être pas un des pires, et l'OMS sait et s'attend à de très nombreuses et nouvelles pandémies à cause de cette diversité que l'on érode, et on sait effectivement tous les pays qui risquent de propager ces pandémies sont des pays pour lesquels il y a une très forte érosion de la biodiversité. Bien sûr, un enjeu économique. Alors, on trouve parfois dans la littérature que 40% de l'économie mondiale est basée sur les ressources de la biodiversité. En fait, c'est une vision qui est découpée de la réalité. Parce que si on considère, alors dans cette pyramide-là, l'environnement, c'est la planète Terre qui produit le support sur lequel la biosphère se greffe, hein, c'est ce qu'on a vu juste avant. Dans la biosphère, il y a l'espèce humaine qui a fait société. Alors, il n'y a pas que l'espèce humaine qui fait société, mais celle-là a fait une société importante, bien sûr, et qui a généré son économie. Et en ayant raconté ce discours, il n'y a plus de chiffres, il n'y a pas de 40%, il y a forcément, évidemment, toute l'économie dépend du vivant. Donc, je ne sais pas si c'est nécessaire de faire plus de commentaires là-dessus. Des enjeux culturels, bien sûr, le bien-être, l'épanouissement, le sport, la spiritualité sont en lien avec la santé et la nutrition. Ça, c'est un peu notre confort, c'est notre plaisir, mais c'est important. Mais par contre, n'oublions pas les peuples autochtones, et qui sont très importants pour une préservation notamment des services écosystémiques, aussi de savoir vivre, de savoir habiter la planète, et avec lesquels on a beaucoup à apprendre.
des enjeux éthiques, évidemment, et il faut en finir avec cette vision éco-paternaliste de la nature. Quand les chasseurs vous disent que sans eux, le gibier ne peut pas être régulé, il faut arrêter de penser que toute nature qui n'est pas taillée, contrôlée, plantée, n'a aucune valeur. Il faut refaire confiance aux dynamiques du vivant. C'est un petit peu l'éloge de la friche. Et donc, l'idée est probablement d'aller vers un écocentrisme, et pourquoi pas appeler aussi des moyens juridiques là-dedans, et avec ce qui a été fait avec le Parlement de la Loire ou l'appel du Rhône plus récemment, c'est-à-dire donner des personnalités juridiques à des entités, à des écosystèmes, pourquoi pas à des espèces, aux loups, aux ours, à d'autres espèces même moins emblématiques, et essayer de trouver des accords, des compromis, des règles pour habiter le monde avec les autres espèces et en accord avec nos écosystèmes. Alors le dernier enjeu que j'ai listé, c'est celui des conflits d'usage. Alors on pourrait en lister beaucoup, beaucoup. J'en ai pris que deux, un peu volontairement provocateurs pour éveiller un petit peu vos consciences sur ces problèmes-là. Le premier, c'est celui des barrages hydroélectriques. Donc évidemment, les barrages hydroélectriques vont nous produire une électricité dite verte, en tout cas relativement décarbonée. Mais vert, c'est aussi la couleur de l'eutrophisation qu'il va y avoir quand on va bloquer la rivière. Alors ces barrages peuvent être plus ou moins impactants, on peut faire des aménagements bien sûr, mais tous les barrages ont un impact relativement fort sur la biodiversité. Alors, plus provoquant encore peut-être pour certains d'entre vous, je dirais que planter des arbres. Planter des arbres, évidemment, on a tous envie de dire « Ah, c'est super, on fixe du carbone, c'est bien ». Oui, c'est bien pour fixer du carbone, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais dans notre région, si vous pensez à la vallée d'Azergues, si vous pensez au mont du Lyonnais, planter des arbres, c'est lutter contre la biodiversité. Le Conservatoire régional des espaces naturels, son meilleur outil, c'est la tronçonneuse. Il faut couper des arbres, il faut ouvrir les milieux pour avoir de la prairie sèche, pour avoir des insectes, pour avoir des oiseaux, pour avoir tout l'écosystème qui va se mettre dessus. Alors, sauf bien sûr à vouloir régénérer la chaînée primaire que l'on ne trouve plus maintenant que dans l'Est de l'Europe, en Pologne ou en Roumanie. Et il y a des projets en France, je crois dans l'Est de la France, d'essayer de régénérer cette chaînée primaire qu'on a perdue au Moyen-Âge, comme nous l'a dit Simon tout à l'heure. Mais ça, c'est des projets qui dureront 100 ans, peut-être 1000 ans. Donc c'est, en fait, actuellement, c'est pas vrai. Il faut pas planter des arbres chez nous, par exemple. Pas partout. Voilà. Donc, si vous avez des questions, il y a un WooClap. Vous pouvez faire le WooClap. Ah, ou n'importe, ouais. Il paraît que c'est mieux, qu'il y a plus de questions quand il y a WooClap. Ah oui, pardon. Oui. Du coup, on vous propose d'échanger en groupe de 4 personnes. Je pense qu'on est bien au niveau des délais. Ouais. Vous pouvez commencer par échanger entre vous avec vos voisins, donc groupe de 4 personnes, et puis vous alignez sur la question que vous aimeriez poser à Hubert Charles pour la faire remonter sur le WooClap. Et comme d'habitude, vous pouvez liker les questions et on va essayer de les afficher par ordre de like. Garde le micro, non, si, Prenez 5 minutes pour faire remonter vos questions.
commence à répondre ou pas? Ok, c'est pas grave, ouais. Ben, on peut commencer à répondre. Alors, je vois quelle suggestion pour l'amélioration de la biodiversité sur notre campus. Ça, c'est une question qui est posée à Loïs. Et effectivement, et notamment avec la mise en place des cours Être, on a justement essayé d'être en partenariat, en tout cas en collaboration avec le SIDD, et d'essayer de faire prendre conscience aux étudiants de l'importance de ces enjeux de préservation de la biodiversité et qui sont extrêmement difficiles à mettre en phase avec un usage du campus. Pensez par exemple, une des premières choses, c'est de limiter les tontes. Donc le SIDD est parfaitement au courant de la limitation des tontes, mais quand vous faites les 24 heures au mois de mai, c'est pile là où il ne faudrait pas tondre, hein. Parce que le mois de mai, c'est le mois qu'il faudrait préserver, mais mai jusqu'à mi-juin, c'est là où il faut préserver les fleurs, les espèces. Le carnaval humanitaire, il ne tombe pas super bien non plus, hein, par rapport à ça. Alors, est-ce qu'il faut justement plus travailler avec les directions des étudiants qui organisent ces événements, de leur faire vraiment prendre conscience? Moi, j'ai été un peu vraiment frustré quand Loïs m'a dit qu'ils étaient obligés de tendre devant Pasteur parce qu'il fallait mettre les tentes des orgas 24 heures. Non, moi je trouve que ça, non, il ne faudrait pas. Bon, mais... mais les étudiants sont là, hein, donc ils savent, il y a peut-être même des orgas 24 heures dedans. Donc... voilà, mais je pense que c'est vraiment... Et puis surtout, ça pourrait aussi limiter les incivilités que d'impliquer les étudiants dans la vie de leur campus. Alors moi, dans Chartreuse, là, on s'occupe communauté, ça fait partie. Hein, essayer de faire des lieux de vie, des partages, y compris sur le sol. Là, donc c'est... ouais, je pense que c'est une problématique importante. Comment gérer les conflits... Que faire avec les espèces exotiques envahissante, destructeur de la biodiversité. Que faire? Rien faire. Hein. Une espèce exotique envahissante, elle est envahissante de par son nom, mais le moustique tigre, il est là. Hein.
il est là, il est là. Alors le moustique tic, je crois pas, enfin je sais pas, je vais dire, peut-être je dis une bêtise, mais je pense qu'il fait pas du tout de mal aux écosystèmes. Alors on l'aime pas, hein, il est super désagréable, on peut plus sortir dehors pendant certaines périodes, mais je crois qu'il fait pas de mal aux écosystèmes. Et la majorité des espèces envahissantes, quand elles sont là, elles sont là. Alors on les appelle encore un petit peu envahissantes, puis au bout d'un moment, on va dire les espèces, quoi. Mais elles sont liées à notre malfaçon d'habiter le monde. Hein. On fait des corridors pour ces espèces, hein. On fait des couloirs. À vouloir éliminer toutes les autres espèces, évidemment, on leur laisse des boulevards. Donc c'est nous les responsables des espèces envahissantes. C'est bien sûr les transports, l'augmentation des transports, mais c'est avant tout notre propre gestion de nos territoires. Donc voilà. On ne peut rien faire des espèces envahissantes. Quelles suggestions pour améliorer l'amélioration de la biodiversité de notre campus? Bah oui, c'est un petit peu la question sur les usages. Peut-être travailler beaucoup, mais je sais que le SIDD le fait, pour mettre des espèces moins ornementales, des espèces moins poteaux-électriques. Hein. Il y a des espèces qui sont déconnectées de notre monde, de nos climats, et donc de mettre des espèces plus naturelles, plus... qui s'ancrent dans les micro-organismes du sol, qui s'ancrent dans la faune des insectes, des oiseaux, etc. Et donc, voilà, éviter les espèces poteaux-électriques. Mais je sais que le SIDD essaye de faire ça, bien sûr. Quel est le rôle de l'ingénieur dans la biodiversité? À mon avis, il est majeur, et surtout, ce n'est pas que les ingénieurs biosciences qui vont s'occuper de ça, loin de là. Et je pense que tous les départements devraient avoir cette conscience aiguë de cette crise, parce qu'évidemment, l'impact des innovations qu'on peut faire peut être très très fort. Et il faut absolument que nos étudiants soient capables de discriminer si une entreprise fait du greenwashing ou si les applications qu'elle développe soi-disant pour faire éventuellement même carrément des suivis de biodiversité, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas du gadget du numérique pour rien, quoi? Et donc il faut absolument, et si les étudiants n'ont pas conscience de ça, ils n'ont absolument aucune bille, aucun moyen de pouvoir évaluer ça. Donc voilà, que ce soit en mécanique, en numérique, en génie civil, hein, l'écologie urbaine prend de plus en plus d'importance. Donc c'est fondamental qu'en GCU, les étudiants soient vraiment formés à ça. En matériaux, évidemment. Enfin, il n'y a pas d'exception. Je ne sais pas si je l'ai dit dans le bon sens. Qu'est-ce qu'un ingénieur peut faire comme action au-delà de la sensibilisation? Je pense qu'il y a déjà des actions individuelles, évidemment, un peu comme les bonnes actions pour le climat, vous avez les bonnes actions pour la biodiversité, ça c'est sûr, hein, et le changement d'usage des sols, c'est la première cause d'érosion de la biodiversité, elle rejoint celle du climat dans le sens où moins manger de viande va contribuer très fortement à ça, c'est un des postes les plus efficaces. Hein. Mais après, évidemment, c'est... alors là, je vais peut-être reprendre Baptiste Morisot, qui dit qu'à notre époque, on est comme à la guerre du feu. Ouais, j'ai vu qu'il y avait une question. On est comme à la guerre du feu. Quand, à l'époque où les populations, les peuples nomades amenaient les braises avec eux, et puis le soir ou quand ils s'installaient, ils soufflaient sur les braises pour faire repartir le feu. Et là, Baptiste Morisot nous dit tous ces îlots de biodiversité qu'on peut faire, et on le sait, hein, quand on observe les friches dans les villes, quand on observe l'exode rural, on voit que quand on observe Tchernobyl, qui a été déserté par la population humaine, on revoit cette biodiversité revenir. En fait, les espèces, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne sont pas perdues. Enfin, certaines ne sont pas perdues. Et vous voyez revenir. Hein, moi, je ne tombe plus mon jardin depuis 5, 6 ans ou 7 ans même. Il y a des papillons, il y a des grillons, et j'habite en banlieue, au milieu coincé, entre le périph' et les industries, hein, vers Mézieux, dans l'Est lyonnais. Ce n'est pas la forêt tropicale, évidemment. Mais très, très rapidement, ça arrive. Et en fait, tous ces îlots se connectent et en fait peuvent recréer une dynamique.
Et donc, c'est aussi les problématiques dans le Vercors, je ne sais pas si vous connaissez ces initiatives d'achat par des multiples propriétaires d'espaces pour les préserver. Évidemment, les agriculteurs parfois râlent en disant mais on nous vole nos terres agricoles pour n'en faire rien, vision éco-paternaliste. Et en fait, certains comprennent bien que c'est justement pour renforcer ces dynamiques, pour leur faire plein d'auxiliaires qui vont les aider dans leurs propres agriculteurs, même les chasseurs qui râlent parce qu'ils n'ont pas le droit de chasser dans ces endroits-là, mais en fait c'est là où le gibier se développe et va après essaimer. Et donc du coup, voilà, c'est vraiment des compromis à trouver et qui fonctionnent, et il y a beaucoup de choses à faire. Donc, Hubert, oui. Ici, il y a une question en rebond avec ce que tu as fait comme commentaire. Oui, bonjour. D'abord, merci pour votre conférence. Par rapport aux espèces exotiques envahissantes, vous avez cité le moustique tigre. Moi, l'exemple que j'avais qui était très marquant, c'était le frelon asiatique, où mon grand-père était apiculteur, il avait une quarantaine de ruches, et là, en moins de 5 ans, il est passé à 2 ruches. Donc, si on réintroduit, on prend soin des abeilles, par exemple, mais qu'on ne fait rien contre le frelon asiatique ou ce genre d'espèces, ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, j'ai cette impression-là, étant donné à quel point ces espèces se font chasser par d'autres. Alors, je ne veux pas trop vous provoquer, mais quand une espèce envahissante éradique ou tue une autre espèce envahissante, c'est moins grave. L'abeille domestique peut être considérée comme une espèce envahissante, dans le sens où c'est un redoutable compétiteur des abeilles sauvages. Néanmoins, je comprends bien la problématique et je veux bien aussi préserver un peu d'apiculture quand même en France. Mais le frelon asiatique, on ne pourra pas l'éradiquer. Hein. C'est un leurre de penser qu'on pourra l'éradiquer. Et d'ailleurs, tous les pièges, alors si vous voyez sur Internet tous ces foutus pièges, je dis bien ça, tous ces foutus pièges à frelons, ne les utilisez jamais. Parce qu'ils sont strictement non spécifiques et ils vont tuer beaucoup plus d'espèces que l'espèce frelon asiatique que l'on ne peut pas tuer. La seule façon de faire, c'est d'enrichir nos milieux et de faire confiance à la restauration des milieux par eux-mêmes. Enrichissant nos milieux, mettons-nous tous, enfin tous, moi je ne suis pas agriculteur, vous non plus, que tout le monde passe en agriculture biologique, et vous allez voir que le frelon asiatique, il va retourner à sa place, alors il restera, mais il va régresser, et il aura une place comme les autres espèces. Voilà, mais actuellement, je suis d'accord. Alors, la chute de la diversité des abeilles est vraiment pas liée qu'au frelon asiatique. Hein. Il y a une grande problématique, et notamment liée aux pesticides, aux varrois, à des protistes introduits à cause des bourdons qu'on a mis dans les serres. C'est vraiment un problème très multifactoriel sur lequel l'INRAE se casse les dents depuis des années. Hein. Mais voilà.